installez-vous. Oui, on va se mettre ici, à l'aise entre nous, ces regards croisés. Aux répétitions, on se mettait en tailleur sur le... On s'est dit finalement des chaises, ce serait mieux. Nous allons poursuivre en anglais pour ces premiers regards croisés. Donc, en anglais, vous le savez que la transition écologique est le plus gros défi pour notre vie. Et au cœur de tout cela, vous avez la transition énergétique qui est vraisemblablement le plus gros défi pour le XXIe siècle. Nous avons clairement besoin d'énergie propre et durable et nous avons besoin de passer à l'échelle dans ce domaine. Et c'est ça qui est difficile. Et ça, on ne pourra pas le faire sans programme de recherche et développement au niveau européen. Donc, prenons un petit moment pour voir comment l'Union européenne, via la Commission européenne, permet à cet avenir de voir le jour et quel est le rôle de Paris-Saclay dans ce programme. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de commencer avec le professeur Drobinski. Vous êtes directeur recherche au CNRS, professeur à l'école polytechnique et directeur du LMD, du laboratoire des dynamiques météorologiques, et vous êtes également directeur du laboratoire sur le changement climatique. Donc oui, vous êtes un expert du changement climatique. Avec vous, nous allons voir que ce sont des défis internationaux. Mais vous allez nous dire que l'Europe est en position unique. Pourquoi? Alors, le problème de la transition énergétique, c'est fondamentalement une problématique européenne, parce que tout d'abord, dans le cadre des négociations climatiques et de l'accord de Paris, c'est l'Union européenne qui a soumis les contributions volontaires nationales pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, l'engagement est en premier lieu européen. Ensuite, les acteurs de la transition énergétique se sont beaucoup diversifiés, avec une transition vers un déploiement massif des énergies renouvelables. Et là, il faut parler de la taille des territoires qui rassemblent des communautés de quelques dizaines de milliers d'habitants en Europe. Et tout cela est devenu absolument essentiel. Donc, c'est là que les plans pour les énergies renouvelables sont développées. C'est là que les infrastructures urbaines pour des mobilités bas carbone sont construites. C'est là qu'on gère afin d'intégrer plus d'énergie renouvelable. Donc, il y a un gros besoin de développer des outils pour qu'il soit possible de déployer sur le terrain au niveau territorial et pour que tout cela soit cohérent avec les engagements pris par l'Union européenne. Et les outils pour permettre... Il nous faut des outils pour cette cohérence. Et tout cela, c'est à ses débuts et on a besoin de la recherche dans ce domaine. OK, parlons de ces outils que vous développez au Centre pour l'énergie et le climat. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces outils et de leurs implications? Je suis curieux, c'est pour ça que je suis journaliste. Donc, quelles sont les recherches que vous menez dans votre laboratoire? Alors, l'ADN, je dirais, l'ADN de notre centre de recherche, c'est de démontrer la transition énergétique sur le terrain. Et nous avons transformé le campus de l'École polytechnique Paris en laboratoire vivant, où on développe des démonstrateurs, tels qu'une ferme photovoltaïque, un système de séquestration du carbone, un smart grid pour 3 bâtiments, avec des véhicules électriques en carpooling, ou en autopartage. On travaille également sur des logements sur le campus en leur permettant de réduire leur empreinte carbone de 80%. Donc ces plateformes technologiques sont des outils de test absolument incroyables qui permettent ensuite de mener des projets dans le laboratoire de transition énergétique. Et enfin, le centre E4C met ses démonstrateurs à la disposition de tous les salariés de Paris-Saclay et
par exemple, pour tout ce qui est les solutions d'autopartage, c'est à la disposition. Et le site web vous donne accès à un contrôle en temps réel de votre consommation d'énergie, ce qui permet aux salariés de prendre conscience, enfin aux acteurs qui sont présents ici, de prendre conscience de leur consommation d'énergie et donc d'avoir une meilleure acceptabilité des solutions qui leur sont proposées. Donc on est là pour soutenir l'innovation et on est un vecteur d'inclusion pour les défis qui sont posés par la transition énergétique. Ok, donc c'est un laboratoire, mais c'est plus qu'un laboratoire. Quel peut être le rôle de Paris-Saclay dans ce domaine critique de la transition énergétique? Alors, le cluster Paris, enfin l'incubateur Paris-Saclay, c'est absolument fondamental pour la recherche innovante, pour la formation aux problématiques de transition énergétique. Paris-Saclay rassemble deux grands pôles universitaires, Polytechnique et l'Institut universitaire Paris-Saclay, et Polytechnique Paris, avec son centre de recherche, mène des recherches disruptives en intégrant les défis mondiaux que sont le changement climatique et la transition énergétique. Mais Paris-Saclay, c'est également un pôle avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui est évidemment un acteur clé sur les problématiques de l'énergie. Ils sont appliqués dans le nucléaire, mais également dans les énergies renouvelables. Et le pôle Paris-Saclay accueille également un écosystème d'entreprises, notamment des grands énergéticiens comme Total Energy, EDF, Air Liquide, et un incubateur tel que Paris-Saclay, l'incubateur de l'école polytechnique, etc. Donc, Paris-Saclay, en tant que pôle, a de nombreux atouts qui lui permettent de contribuer et d'avoir un impact fort sur les problématiques de transition énergétique. Ok, eh bien écoutez, je pense qu'on va rester ici pendant un petit moment, mais je le disais tout à l'heure, il y a une tendance croissante parmi les étudiants qui veulent travailler sur cette question de transition écologique. Donc, quelle est la popularité de votre recherche? Est-ce que c'est facile pour vous de recruter des étudiants? Est-ce qu'ils viennent vous voir directement? Oui, alors, très clairement, les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières années. J'enseigne les sciences du climat et les sciences de l'énergie depuis quelques années. J'ai commencé en fait en 2007, donc ça fait déjà 15 ans. Et au début, soyons honnêtes, j'avais 15 étudiants dans l'amphi, pas plus. Or, on a doublé ce chiffre au cours des 5 dernières années. Donc très clairement, il y a une véritable prise de conscience de la part des étudiants. Ils veulent être formés. Pas forcément pour intégrer des entreprises qui traitent des problématiques climatiques, mais pour être formés et pour être informés et pour ensuite partager ces connaissances dans leur futur poste. Partager cette connaissance qui est une connaissance fondée sur la science et qui est essentielle pour que toutes les entreprises puissent passer à l'action et puissent gérer les questions de changement climatique. Plus personnellement, vous avez enseigné la science climatique depuis un moment et pendant longtemps, ceux qui travaillaient sur ces problématiques, je pense aux experts du GIEC par exemple, vous avez dit que travailler là-dessus, on le paye avec une espèce de dépression. Mais est-ce que vous et vos étudiants, vous pouvez nous dire avec certitude que non, c'est bon, il y a des solutions qui émergent? Ou est-ce que tous les matins, vous vous levez en vous disant « Et voilà, ça va être dur ». Ah bah, ça va être dur, ça c'est évident, hein, c'est un défi. Je mentirais si je disais le contraire. Mais, alors je ne sais pas si j'ai confiance ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on agisse. Le changement climatique, c'est évident, il est là. Et cette question-là, je n'ai pas besoin de me la poser. Par contre, il faut que j'agisse. Et c'est un engagement. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut que cette transition devienne une réalité sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce centre de recherche E4C. C'est la raison pour laquelle j'enseigne.
pas seulement aux étudiants de master ou en premier cycle, mais également, j'enseigne également dans les entreprises. Je vais assurer des formations pour les dirigeants d'entreprise parce que nous avons l'obligation de partager nos connaissances qui sont absolument clés pour aller de l'avant, pour prendre de bonnes décisions, des décisions qui soient pertinentes pour cette transition. Et toujours pour parler de cette transition, vous avez certains qui disent le meilleur moyen, c'est d'avoir des découvertes en R&D et on va avoir des solutions qui vont nous aider. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des solutions qui vont émerger à moyen terme et qui vont nous aider réellement à abaisser nos niveaux d'émissions de CO2 et qui vont nous aider à entamer cette transition? Je suis persuadé qu'il va y avoir des innovations qui vont se faire jour, mais il n'y a pas une seule solution. Ça peut être de low-tech et non pas forcément high-tech. Ça peut être la réduction de consommation d'énergie. Mais assurément, comment dire, il y a des pistes qui nous amènent vers des solutions pour compléter cette mosaïque constitutive de la transition énergétique et pour combler toutes les lacunes. Merci, monsieur le professeur, merci. Nous allons continuer sur la question de la transition énergétique et je repasse en français. Quelques-unes des solutions dont vous nous parliez à l'instant, nous allons voir comment l'IA, la simulation et le machine learning se mettent au service des énergies, par exemple en localisant les installations solaires, en simulant le fonctionnement d'éoliennes offshore et ou en testant le comportement de nouvelles batteries. Et pour cela, Total Energy propose une séquence en lien avec les enjeux climatiques autour de l'accélération du déploiement et de l'optimisation de la production d'énergie décarbonée. Dieu sait que nous en avons besoin et ça, c'est tout de suite avec Marion.